AQ7 pour ce nouveau numéro. Idelphonse Apaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo, est notre invité. Idelphonse, bonjour. Bonjour. Voilà, enfin, vous êtes à Afagnan, vous êtes dans AQ7. Votre toute première impression? Vous savez que ça a été pour moi un plaisir chaque fois que l'invitation m'a été adressée pour passer sur les chaînes de l'intérieur et essayer d'échanger avec les confrères, essayer de porter les informations qu'il faut de la capitale dans les hameaux les plus reculés. C'est un sacerdoce, c'est une mission et on s'en fout des risques. Voilà, et donc on prend les risques, on y va donc pour les commentaires. Des crises au sein d'un parti politique, on en connaît au Togo, de l'UFC au cas en passant par le parti de Dakou Péry. Quelles peuvent être les sources des conflits selon vous au sein d'un même parti? Je crois que quand nous faisons l'analyse, nous mettons tout ce que vous venez de dire ensemble, il faut faire la part des choses. Et à l'Union des forces de changement, il était question d'une signature d'un accord avec le pouvoir en place. Justement. Qui n'avait pas plu à la majorité des militants à l'époque. Alors, il y a eu défection. Il y a un groupe qui a été porté par M. Jean-Pierre Fabre qui finalement est arrivé à créer l'Alliance nationale pour le changement ANC. Quand vous prenez le parti de M. Daoukou Péré, l'Alliance, je crois qu'il y a une confusion parce que au prime abord, on avait pensé que c'était un problème de personne. Mais on s'est rendu compte au fil des jours que l'Alliance, contrairement à ce que nous pensons, a tendu vers ce que nous avons vu au niveau de l'Union des forces de changement, où il y avait un groupe, d'ailleurs à l'Alliance, il y avait des groupes. Il y avait un groupe qui avait voulu s'allier à unir à un moment donné, et un autre qui voulait juste se départager. Mais le comble était que aux législatives de 2013, on s'est rendu compte que le président de l'Alliance, M. Daoukou Péré, s'est porté candidat aux côtés de UNIR, ce qui viole d'ailleurs la charte des partis politiques à l'article 8. Alors, qu'est-ce que cela a provoqué comme tollé? C'est qu'il y a eu scission. Un groupe s'est rallié à UNIR, un autre a gardé le cap. Mais quand nous venons maintenant à la crise actuelle au sein du comité d'action pour le renouveau, on se rend compte également là-bas que c'est un problème de personnes. Parce que Maître Yovia Boibo, qui avait pris les rênes de cette formation politique depuis 1990 et qui a au finish passé la main à Maître Apévan en 2008, s'est positionné comme le gourou de cette formation politique. Alors, à un moment donné, depuis 2008, il y a eu une sorte de bicéphalisme qu'on a constaté au niveau de cette formation politique où il y avait un présidium qui coiffait le bureau exécutif. Alors, toutes les décisions partaient du présidium coiffé par le gourou Maître Yovi Aboibo. Alors, qu'est-ce que cela a engendré? Ça a fait que le bureau directeur exécutif n'avait pas la poigne nécessaire. C'est-à-dire que Maître Apévan, l'actuel président, ne volait pas de ses propres ailes. Alors, tout lui est dicté depuis lors. Parce qu'il a manqué, comme moi j'ai l'habitude de le dire, il a manqué de tuer le père, politiquement. Il ne devait pas en aucun cas s'agir d'un comité ou bien d'un présidium qui supplanterait, à mon avis, le bureau directeur. Et ça a continué jusqu'en 2010, où la crise même, selon certains cadres du parti, nous ont fait comprendre que suite à la présidentielle de 2010, il y a eu une réunion au salon de Maître Aboibo, à Lomé,
Et une réunion au cours de laquelle Maître Agboibo s'est valablement prononcé, a essayé de mettre sur la place publique ses réelles intentions. Ouvertement. Ouvertement. Alors, il reprochait à Maître Pévon de ne l'avoir pas soutenu à la présidentielle de 2010 et il a l'intention de le faire remplacer par l'honorable Jean Kissi. Alors, je crois que c'est là où une partie de ces cadres du parti ont dit ça ne peut pas passer. D'où des supputations, des coups bas ont commencé et la presse s'en est servie lorsque Maître Agboibo lui-même, dans une correspondance, a mis sur la place publique la crise qu'on essayait de cacher jusqu'à présent. Donc, le 26 février 2016, dans une correspondance, Maître Agboibo nous faisait savoir qu'il y a un certain nombre de militants et de sympathisants qui sont venus le voir pour prendre la tête du parti parce que la manière dont le parti est géré, ce n'est pas ça. Alors, comprenez que, au nom de quoi? Parce que dans sa correspondance, Maître Agboibo disait qu'en tant que président fondateur du parti, alors, des journalistes comme nous nous sommes dit que lorsque le terme président fondateur est mis sur le tapis. D'abord, apparemment, les tests, il paraît que les tests ne reconnaissent pas ce titre. Justement, dans une correspondance, réponse à Maître Agboibo, Maître Apévon lui a fait comprendre que en aucun cas, il n'y a pas ce titre dont se prévaut Maître Yahovi Agboibo et que il ne sait pas là où il a sorti ce thème. Alors, je cite un tout petit peu, en passant, la correspondance de Maître Apévon. Je le cite. Je voudrais d'abord m'étonner du titre de président fondateur dont vous vous êtes affublé et au nom duquel vous vous êtes permis de vous adresser directement aux responsables et militants du parti. Titre que vous êtes allé chercher on ne sait où, puisque en dehors de la qualité de membre fondateur, aucun de nos tests ne l'a prévu. Fin de citation. Alors, vous voyez que il y a dysfonctionnement. Et vu tous ces dysfonctionnements et vu quelque part que la charte des partis politiques soit violée, est-ce qu'il n'y a pas une force contraignante? Il n'y a pas une sanction, peut-être venant de cette charte, de qui je n'en sais rien, pour sanctionner tout ça? Vous avez passé un élément tout à l'heure qui était très bien, où on faisait allusion au statut du parti. Aujourd'hui, la cacophonie au sein du CAR, c'est qu'on se rend compte de ce que, d'abord, avant qu'on aille à la mise sur pied du comité intérimaire de la dernière fois présidé par M. Nador, est-ce que les textes ou bien les statuts du CAR ont prévu ce comité-là? Il parle de la coordination des présidents fédéraux. Est-ce que les textes, les statuts du CAR parlent de la coordination qui a foutu le bordel jusqu'à la mise sur pied de ce bureau? À la tête. Non. Parce que nous avons suivi de bout en bout les deux camps. Et en aucun cas, les textes ne sont pas formels sur la création ou bien l'existence d'une telle instance au sein du CAR. Mais ce qui fait froid dans le dos également, c'est que la dernière fois à l'hôtel Muguet, où il a été mis sur pied ce bureau intérimaire, j'ai été très offusqué de remarquer l'absence du président sortant qui devait normalement passer la main. Entre-temps, le président a gardé trop silence, il n'a pas convoqué un congrès. Et donc, selon la coordination en absence au silence du président, il peut fonctionner selon leur test. Non, moi, ce que je ne comprends pas au niveau de la coordination là dont on parle, lorsque vous dites que le président
ou bien le mandat du président est arrivé à terme, le président fonctionne avec tous les organes du parti. Lorsqu'il est élu, il est élu avec les organes. Vous ne pouvez pas me dire que votre tête ne fonctionne plus et que vos bras fonctionnent. Mais c'est ce que nous ne comprenons pas. Vous dites qu'il est arrivé à terme du mandat, ce qui veut dire que tout le bureau est arrivé à terme du mandat. Mais comment se fait-il que la tête ne vit plus et que les membres vivent? C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. On leur a dit, mais vous êtes en train de foutre le bordel. Alors le bon sens voudrait que vous dites que tous les organes sont mis en bailleuse et que, calmement, avec beaucoup plus de sagesse, qu'on s'asseye, qu'on se comprenne et qu'on fasse quelque chose qui ne fuse pas le ridicule. Parce que ce qui se passe là frise le ridicule. Voilà, aux dernières nouvelles, Pévon qui n'était pas au pays sera de retour ce dimanche et donc sera accueilli par une grande foule. Voilà, on attend de voir dimanche dans l'après-midi, plus de 2 semaines, autre sujet, plus de 2 semaines après la tenue du sommet sur la sécurité maritime de l'Union africaine. Que dire, hein? Que direz-vous en termes de retombées pour notre pays? Vous me faites sourire parce que j'étais de ceux qui étaient contre l'organisation de ce sommet-là au Togo. Il fallait quand même une sécurité sur nos mers. Pourquoi être contre l'initiative? Je suis contre l'initiative de l'organisation au Togo de ce fameux sommet pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont les mêmes dirigeants de ce pays qui nous ont dit que l'économie du Togo est en veilleuse. Et j'ai été très malheureux de remarquer que les revendications des Togolais, des travailleurs togolais ont été balayées de revers de main par le même gouvernement qui dit qu'il n'a pas de moyens financiers. Un. Deux, j'ai vu balayer de revers de main également les aides, les tranches et tout ce qu'il faut pour que l'étudiant togolais se mette dans la peau pour bien étudier. Les raisons évoquées ont été le manque de moyens financiers. J'ai chaud au cœur quand, à la fin de chaque mois, le virement des retraités sort et qu'on leur demande d'aller toucher à leur pension et que chaque fois, lorsqu'ils se rendent dans les banques, on se rend compte que l'argent n'est pas positionné pour qu'il en touche. Et puis, il faut se dire également que il y a bon nombre de choses que le peuple togolais a sollicité à voir de ses dirigeants, que ce peuple n'a pas eu, parce que les dirigeants ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Et moi, le bon sens aurait voulu que quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent pour s'occuper de vos populations, que vous ne sortiez pas par quelle alchimie de l'argent pour organiser un sommet. Vous savez que nous avons mené nos investigations jusqu'au Parlement, puisque la représentation nationale, c'est elle qui contrôle l'action du gouvernement. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est ce même gouvernement qui nous dit, officiellement, parce que nous l'avons entendu de la bouche d'un des responsables de la CDPA, qui a été invité par le ministre Padoa Boukessi, et quand ils ont demandé à savoir où est-ce que le Togo trouverait de l'argent pour organiser ce sommet, le ministre a répondu que c'est contenu dans le budget 5,5 milliards. Bon, on sait très bien que ça a dépassé cela. Mais comment se fait-il que, d'un coup de baguette magique, on a pu trouver, au même moment où on dit qu'il n'y a pas d'argent pour subvenir aux besoins des populations, on a pu trouver 5,5 milliards. Et dans ce siège-là, j'ai mal au cœur parce que quand le Togolais est malade, il se rend à l'hôpital. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de... Il n'y a pas les premiers soins. Il n'y a rien. Les raisons, c'est que le gouvernement n'a pas d'argent pour subvenir ou bien pour équiper nos centres de santé. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il y a tout cela, est-ce que le sommet est organisé pour affamer le peuple togolais ou bien pour mettre le peuple togolais à l'abri de tout cela? Au-delà de tout ce que je viens d'avancer, lorsque nous parlons même de la piraterie ou bien de l'insécurité sur la mer, les confrères internationaux nous ont édifiés en disant que
le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'ossements humains, le trafic de cigarettes, sont ces genres de difficultés qui causent la piraterie. Et quand on se rend compte que tout ce que nous venons de citer là, hein, la drogue, dans un bateau, ça part. De la terre ferme. Voilà. Alors que de la terre ferme, il y a les gardes-côtes, il y a les douaniers. Où est-ce qu'ils se trouvent quand on charge ces bateaux-là? Les armes, la cigarette. Mais, pardon, ce sont les mêmes qui se rassemblent dans une salle, qui en sont encore auteurs de cela. Parce que vous et moi, nous n'avons aucun pouvoir pour charger un bateau. Alors qu'à côté, il y a des gardes-côtes qui sont là pour veiller à la sécurité. Où sont-ils? Où est-ce qu'ils se trouvent quand on charge ces bateaux-là? C'est eux. Et alors, on dilapide l'argent du pauvre contribuable togolais pour foutre la merde. Je ne suis pas contre l'organisation, mais moi, je dis qu'il faut subvenir d'abord aux besoins de son peuple avant de se donner un nom à l'international. En réalité, l'organisation de ce sommet, parce qu'on nous l'a dit que ça a placé le Togo dans le concert des États. Mais j'ai dit non, mais comment? Vous pouvez... pour engager des points au niveau de la diplomatie. Justement. Voilà. Tout en enfamant le peuple. Hein. Au-delà de tout ça, apparemment, rien de positif n'aura été réalisé pour ce sommet. Mais attends, ce qui m'a encore fait sourire, c'est que il y a certains présidents qui étaient présents qui ont refusé de signer la charte. Et de porter des réserves, c'est peut-être normal. Bon, voilà. On va porter des réserves jusqu'à quand? Quand on sait que le même sommet avait été organisé en 2013 au Cameroun à Yaoundé et que les résolutions qui ont été prises n'ont jamais été mises en exécution. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ce qui a été fait au Togo sera mis en exécution, si tant est que les présidents étaient présents, mais bien avant les présidents, les ministres des Affaires étrangères qui étaient arrivés, qui ont préparé tout le protocole, ne savaient-ils pas que leurs patrons, quand ils seront là, ne signeront pas? C'est la grande question. Alors, c'était peut-être l'échec déjà à l'avance. Quand les gens savent qu'ils ne seront pas là pour signer, que c'est du folklore. C'est du folklore, comme l'a dit un confrère sur France 24. Et moi, ça m'a fait sourire quand je me rends compte que le président ivoirien Alassane Ouattara était là, il a fait un beau discours, et que rentrer chez lui, c'est un de ses ministres qui met en cause les clauses ça fait sourire. Alors, on a jeté l'argent par la fenêtre. Et moi, c'est ça qui me fait mal, parce que ce peuple souffre trop. On a comme l'impression, et ce n'est pas des inventions, même quand le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, veut prendre des décisions qui doivent engager l'État togolais, il ne le fait pas à l'intérieur. On entend toujours le chef de l'État parler des grandes décisions qui sont prises à l'étranger, tout comme si M. Faure dirige l'étranger, l'international, tout comme si les Togolais ne sont que des métayers. Moi, c'est ce qui me dérange. Et vous parlez de retombées. Est-ce que vous êtes rendu au CHU Sylvanus Olympio pour voir ce qui se passe là-bas? Mais non. Est-ce que ces responsables d'hôtel à qui on a fait miroiter des choses, on a dit qu'il y aura 3000, le Togo va engager, va recevoir 3000 délégués, 3000... Il y a les chauffeurs qui se sont plaints. Et 40 000 francs. Justement, tout juste au lendemain même de ce sommet. Alors, les retombées pour les Togolais, c'est quoi? C'est la misère. C'est la misère. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a qui pense qu'il y a une partie de l'ennemi qui a été embellie. Ah ben, il faut embellir et affamer le peuple. Voilà, peut-être autre sujet. Manuel Valls était à Lomé il y a quelques jours. Votre appréciation sur cette visite? Quelques mots? Avec, depuis la présidentielle de 2015, j'ai une autre lecture de la diplomatie française. Parce que à la conférence de l'OIF, tout ce que le chef de l'État français, François Hollande, a promis au peuple en lutte pour l'obtention de leur liberté, n'a pas été respecté. C'est de la pure démagogie. Et j'ai pu lire également la réaction de l'OIF,
qui était là au Togo, au chevet des Togolais, dans l'organisation, dans la supervision de la présidentielle, et qui s'est mué dans un silence complice de la mascarade qui s'est passée au Togo en avril 2015. J'ai pu comprendre que, comme le dit certains, que ces États-là, ces pays, ces grandes puissances, n'ont que d'intérêt. Ils n'ont pas d'amis. Sinon, au sortir de la conférence de l'OIF, tout ce que M. François Hollande a promis aux peuples africains en lutte pour leur liberté devait être exécuté. Par exemple, on ne touchera pas à la Constitution. La France sera toujours aux côtés de ces peuples-là qui n'arrivent pas à avoir de l'alternance. C'était de la supercherie. Parce que quand nous prenons juste l'exemple de M. Sassou Nguesso, qui était visiblement à la conférence de l'OIF, et les indiscrétions ont fait état de ce qu'il y a eu un micmac entre lui et Hollande par rapport à la présentation d'un candidat qui devait succéder à M. Abdou Diouf. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, la France a accepté que M. Sassou Nguesso fasse ce qu'il a fait là dans son pays. Alors, vous ne trouvez pas que c'est de la supercherie et c'est de la démagogie? Et quand M. Valls se pointe au Togo... Justement, quels sont ces réels intérêts à venir au Togo? Tu sais que moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je lis à travers ce que son patron a fait et ce qu'il est venu dire au Togo par rapport à ce qui nous arrive. Il trouve que ça se passe très bien au Togo. Alors que le pouvoir au Togo a pris langue avec la classe politique de l'opposition dans la signature de l'accord politique global. Depuis le 20 août 2006, où cet accord a été signé, ceux qui dirigent le Togo n'ont jamais accepté mettre en œuvre les réformes telles que prescrites par le dit accord. Aujourd'hui, les institutions togolaises sont pour la plupart inféodées au pouvoir. Est-ce qu'on est encore en démocratie pour que la France, dont la deuxième personnalité est Valls, vienne dire au Togo que tout va bien? C'est comme ça que ça se passe chez lui. Lorsque son gouvernement prend langue avec la classe politique française, est-ce que son gouvernement peut jouer à la fuite en avant comme ça s'est fait? Alors que le chef de l'État togolais, en mars 2009, a dit qu'il s'engage à mettre en application, en œuvre, entièrement et totalement, pour que le Togo devienne une démocratie. On est dans un semblant de démocratie. Peut-être que, sans vouloir le dire haut et fort, la France est à quelque part des présidentielles, et comme on le sait que c'est l'Afrique qui est le réservoir, qui finance les campagnes. Voilà. Le passage de M. Valls au Togo peut me faire dire que peut-être que... C'est dans cette logique-là. C'est ce que moi, je conçois. C'est ma vision des choses. Ildefonse, quel est votre avis sur le rôle des CVD, CDQ qui sont mis en place dans nos localités depuis ce temps? Vous savez que j'aurais beaucoup plus de plaisir de parler de ces structures si notre pays était un pays où, à la base, ce sont les populations elles-mêmes qui élisent. Vous savez que depuis 1987, le Togo n'a plus jamais connu d'élection locale. Justement. Alors, si ces structures sont une émanation d'un choix démocratique, comme le veut la loi fondamentale togolaise, j'applaudirais. Mais aujourd'hui, tous ceux-là vont rendre compte à qui? À ceux-là qui sont nommés. Mais quand vous les nommez et que ce n'est pas le fruit de ceux qui sont dans ces localités-là, je ne suis pas d'accord. Peut-être que c'est un élément pour une décentralisation. Parlant de décentralisation, les GST sociales du Togo en ont fait une recommandation phare. Quel est votre avis? Apparemment, le pouvoir ne peut plus faire des... Enfin, c'est la vie qu'on peut, qui apparaît, que le gouvernement ne veut pas organiser. Non, ce n'est pas la vie. Vous avez vu juste
Moi, j'ai toujours dit, et moi je ne le cache pas, que le gouvernement n'a pas la volonté réelle d'organiser les élections locales. Le gouvernement sait très bien, et moi je le dis haut et fort, partout où je passe, que le pouvoir qui régente le Togo il y a des décennies sait très bien que depuis 1990, avec l'amorce de la démocratie, du processus démocratique, toutes les élections, la plupart des élections qui ont été organisées, ceux qui sont candidats du pouvoir en place ont été toujours battus à plate couture. Vous savez, vous et moi, nous ne savons pas trop les vrais résultats qui sont issus de nos élections. Mais ceux qui régentent l'État togolais le savent. Ils savent très bien que le peuple ne veut plus d'eux. Ils savent très bien que... contestés. Oui, contestés parce que, justement, je prends deux exemples. Contestés parce que on a toujours reproché à l'opposition qu'elle conteste, mais elle n'a pas ce qu'il faut. Mais je peux dire qu'en 2010, quand l'ANC était en train de compiler ses résultats au César, c'est la gendarmerie qui a débarqué pour faire main basse sur les procès-verbaux et les fiches de résultats. Mais dans quel pays un candidat qui est déclaré, reconnu, comment vous pouvez l'empêcher de faire son quartier général, de compiler les résultats, alors que vous savez très bien que la loi électorale dit, quand vous contestez, quand il y a contentieux, il faut que vous ayez des pièces à conviction pour prouver que voilà la base sur laquelle je dis que vous n'avez pas gagné. Mais quelle a été la réaction du pouvoir? Puisque c'est la gendarmerie, une unité de l'armée qui a opéré. Il y a ça. Il y a ce qui s'est passé la dernière fois à la CENI, où on a fait débarquer des gens cagoulés pour menacer les délégués de l'opposition. Je dis encore aujourd'hui, où est-ce que M. Tafa Tabiou a trouvé ces résultats-là pour communiquer à la population togolaise quand il lisait comme un enfant de CP1, il tâtonnait sur les chiffres. Vous savez que l'article 8 du Code électoral dit que toute décision qui doit engager la CENI doit être une décision prise à la plénière. Quand est-ce que la plénière a eu lieu et que M. Tafa Tabiou a eu ces résultats-là pour communiquer à la population? Et le comble, c'est que nous avons une cour constitutionnelle inféodée au pouvoir qui a validé tout cela parce que jusqu'aujourd'hui, ces erreurs n'ont pas été corrigées. Vous voyez un peu. Voilà. Et parlant de ces élections locales, est-ce que les recommandations du GSTC ne sont pas déjà vues? On en a parlé beaucoup, mais ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est encore ça, c'est opportun? Vous savez que les gens, on a toujours reproché à la société civile de ne pas mettre la main à la pâte. Voilà pourquoi j'étais de ceux qui ont salué cette initiative et je profite également de votre antenne pour saluer encore les organisateurs de ces universités sociales du Togo. Si vous étiez là, vous allez écouter, vous saurez que le Togo et les Togolais souffrent. Le minimum, c'est que tout ce que vous avez pris, tout ce que vous avez accepté en tant que dirigeant de faire à votre peuple, faites-le. Pour que nous soyons de ceux-là, lorsque vous l'auriez fait, qu'on ne dise pas, ou bien qu'on ne vous critique plus. Mais quand vous ne le faites pas, et que vous voulez chercher toujours à plaire à l'étranger et à abandonner votre peuple, pendant que vous avez pris des engagements vis-à-vis de ce peuple, nous dirons toujours que nous dénoncerons. Nous dénoncerons parce que ce qui est contenu dans les recommandations des UST, c'est la même chose depuis la prise des 22 engagements par l'État togolais, en passant par l'accord politique global, les travaux du HCRUN, jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cela? Non, dites-nous. S'il y a une réelle volonté, on le fera. C'est parce que les gens ne veulent pas. S'il y a une réelle volonté, on verra au moins les prémices. Mais jusqu'aujourd'hui, non. Et dire que c'est une répétition, je crois que c'est aussi la règle de la pédagogie. Il faut leur rappeler chaque fois que vous devez le faire. Parce que ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un droit, mais c'est une obligation de tout dirigeant qui veut le bonheur de son peuple de le faire.
Voilà. Un autre sujet, Ildefonse Apaki, vous êtes journaliste. Il a été célébré Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes 2 novembre dernier. Votre avis sur cette journée? Oui, vous avez écouté le confrère, le président de SOS Journaliste, Ferdinand Ité. Il a fait le briefing de ce qui se passe sur le plan international et il s'est appesanti sur ce que nous vivons en tant que journalistes au Togo. Ce qu'il a relevé, c'est que c'est vrai que au Togo, nous ne connaissons pas ces genres de cas où on assassine impunément des journalistes, mais on sait très bien qu'il y a des entraves. Parce que je me rappelle très bien qu'il y a 2 ans, avec les manifestations de l'opposition, les journalistes ont été molestés, les journalistes ont eu des jets de gaz lacrymogène et tout ça, là, bastonné même. Et donc on peut relever cela, et on peut relever aussi le dysfonctionnement dans l'octroi des publicités, où quand on taxe ton journal proche de l'opposition, tu ne peux pas avoir de publicité, tu ne peux pas jouir d'un certain nombre d'avantages. Donc il faut relever cela et le dénoncer pour que le travail soit à même. Voilà, notre temps est pratiquement à la fin. Peut-être un mot sur, enfin, pourquoi selon vous devrait-on profaner des tombes? Vous savez que je suis chrétien catholique, et quand vous avez parlé de cela tout à l'heure, j'ai eu froid dans le dos, parce que le cimetière, pour un chrétien, c'est un lieu saint. Un lieu saint parce que celui qui repose là-bas, c'est un être fait à l'image de son Créateur. Et vous savez que dans nos coutumes ou traditions africaines, on a beaucoup plus de respect aux morts. Donc je ne vois pas pourquoi on doit, pour quelle raison, je ne sais pas, aller déterrer un mort juste pour aller lui soutirer quelques pièces là et aller faire je ne sais pas quoi. Je ne suis pas de ceux-là qui peuvent cautionner cela, et je voudrais que les responsables locaux prennent à bras le corps ce problème, qu'on recherche ceux qui ont été à l'origine de la profanation de cette tombe, et qu'ils soient soumis à la rigueur de la loi, comme cela se doit, pour servir d'exemple aux autres. Nous sommes donc arrivés à la fin. Peut-être un dernier mot, Non, je voudrais profiter de l'occasion pour vous encourager, parce que vous êtes vous faites le travail qu'il faut, vous essayez dans ce hameau reculé de la capitale de servir les populations, et nous ne pouvons que vous encourager et demander à l'Éternel de vous soutenir, de vous éclairer encore beaucoup plus davantage, pour que vous soyez ce phare-là, c'est ce que je voulais, aux populations de la localité affaire. Merci beaucoup pour tout ça, et merci d'avoir accepté l'invitation. Peut-être la prochaine fois on sera encore ensemble, ça dépendra de vous. Ça sera un plaisir. Voilà. J'ai dit que c'est une mission et c'est un sacerdoce. Nous, on est là. C'est donc fini pour Atus, ce numéro s'achève ainsi. Merci à toutes et à tous. Merci à Innocent Zéou qui a assuré la mise en onde. Notre invité était Ildefonse Apaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Appelez-moi Jean-Marie Gonsalves. À la prochaine.